Salut à tous et bienvenue pour le Hardcore Flashback sur The Great American Bash 2007 qui a eu lieu le 22 juillet 2007 à San José en Californie aux États-Unis. Donc ça a été un bon petit pay-per-view avec un gros défaut, c'est-à-dire qu'on avait des matchs, on en a eu 9, c'est déjà un petit défaut en soi parce que sur 3 heures 9 matchs avec toutes les promos et les moments backstage ça fait peu, et la preuve, sur les 9 matchs, il n'y en a pas eu un seul qui durait plus de 15 minutes. Du coup, la note, elle va être assez faible, je préviens d'avance, pas que vous soyez surpris. Les matchs font envie, mais avec peu de temps, ça pénalise passablement leur note tout simplement, et la note du pay-per-view en général. Le premier match voyait MVP défendre son titre des États-Unis contre Matt Hardy. Alors, deux lutteurs qu'on n'a pas vu depuis extrêmement longtemps, en tout cas actuellement, je ne compte pas la TNA, en tout cas la WWE, ça fait un bon petit moment. Donc, en voyant ce match-là débuter, je ne savais pas à quoi m'attendre pour un opener. Cependant, j'ai mis que c'était un petit match qui était quand même potable, ça a été pas mal, je veux dire, ça a bien mis en bouche pour le reste du pay-per-view. Donc, en voyant ce match-là, on avait envie d'en voir plus. MVP conserve son titre des États-Unis, voilà, je le dis parce que j'ai souvent tendance à pas forcément dire qui gagne les matchs. Mais oui, MVP donc conserve son titre des États-Unis. Concernant le match, il y a eu quelques petits soucis de selling, effectivement. MVP et Matt Hardy, surtout ce dernier, se relève beaucoup trop vite à mon sens. Il a tout ce qui est vendre les prises de ses adversaires, en l'occurrence là de MVP, ben, c'est pas le cas. Il ne peut pas assez selon moi, alors que Matt Hardy a quand même les capacités pour le faire, mais bon, ça c'est un petit détail. Et puis il y a eu un botch, je m'en souviens plus lequel, mais il y a eu un botch, je le sais, je l'ai marqué, donc j'ai mis 7,5 sur 10. Pour un opener, je trouve que c'est pas mal, et j'ai peut-être un petit peu surnoté, mais ça m'a fait plaisir d'avoir un match de cette classe-là pour un opener, pour un pay-per-view de 2007. Ensuite, on a eu un Open Challenge match, donc je crois que c'était le deuxième de l'année après celui plutôt dans l'année 2007, je sais plus, c'était No Way Out, enfin bref, ça concerne le titre poids léger, donc le titre Cruiserweight de la WWE. C'est le dernier en fait, je crois, Open Challenge concernant ce titre-là. Donc les challengers étaient Jimmy Wang Yang, Shannon Moore, Funaki, Jamie Noble et Hornswoggle qui s'invite un petit peu à la fin. Il n'a pas fait d'entrée, en tout cas, il n'était pas annoncé dans ce match-là, mais il était là au moment où la cloche sonne. Et vu que c'est un Open Challenge match, tout le monde est invité à venir sur le ring au moment où la cloche va sonner. Hornswoggle a fait une brève apparition, donc il est considéré quand même dans le match. Et puis il y a eu Chavo Guerrero donc, qui défendait son titre poids léger. Concernant le match, j'ai mis que ça faisait, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu un match pour un titre poids léger, tout simplement parce que je crois justement le champion là c'est Hornswoggle qui va gagner le titre au moment what the fuck je pense du pay-per-view. Et si je me souviens bien, donc j'ai suivi le catch une année avant et je crois que Hornswoggle a été le dernier champion poids léger. Donc vous voyez, j'ai pas vraiment eu le temps de connaître la division poids léger, la division Cruiserweight, et j'ai mis ça manque parce que pour des matchs comme ça c'est extrêmement bon. Après on a un match assez technique qui n'est pas vraiment spectaculaire comme on pourrait s'y attendre que par exemple la division X à la TNA. C'est pour ça que j'ai mis la note de 7,5 sur 10, mais le rythme est plus que bon, les lutteurs sont incroyables et je mets même un petit plus à Jamie Noble et Jimmy Wang Yang qui m'ont vraiment quand même impressionné. Et puis la stipulation elle est quand même respectée étant donné que Hornswoggle arrive. Et puis c'est un peu le but d'un Open Challenge au fond quand c'était comme ça, même avec ce qui entourait le titre hardcore, quand n'importe qui pouvait venir, c'est que ça doit être le chaos, et là ça a été le cas durant ce match là, c'est pour ça que j'ai mis 7,5 sur 10, parce que c'est du bon tout simplement. Le troisième match c'était de Sandman contre Carlito dans un Singapore Cane on a pole match, c'est-à-dire qu'il y avait un poteau dans un des quatre coins du ring avec la canne de Singapour qui a toujours le Sandman, pour ceux qui se souviennent de ce lutteur qui était quand même hyper impressionnant, donc qui était accroché, et puis le premier qui arrivait à la décrocher pouvait s'en servir. Alors j'ai jamais compris ce type de match là. C'est comme le ladder match, je crois, entre Kevin Nash et Triple H, je ne sais plus quoi c'était, ça devait être TLC 2011, quelque chose comme ça, peut-être pas TLC, mais un pay-per-view avant, 2010 ou 2011, non c'est 2011, où il y avait la massue de Triple H qui était accrochée donc en haut, et que justement ces deux lutteurs devaient aller sur l'échelle pour la décrocher tout simplement. Et bien là, normalement, celui qui la décroche devrait être le seul à pouvoir l'utiliser dans le match, et c'est jamais le cas. Donc là, je m'en parlerai un petit peu plus tard parce que c'est un petit peu du même style. Pour moi, ce genre de stipulation ne sert strictement à rien pour moi. Moi, il y a une chose qui m'a dérangé. Celui-là, comme le match précédent, n'était pas annoncé sur la carte. Donc je regarde là, si vous voyez bien, l'Open Challenge match et le Sandman contre Carlito n'est pas annoncé, à moins que je sois totalement aveugle. Je les vois pas, donc 7 matchs au lieu de 9.
Autant pour l'Open Challenge, c'était un bon match, je mets 7,5, ça passe. Celui-là ne sert strictement à rien, à part bouffer du temps pour des matchs plus importants sur la carte. C'est ce que je vais reprocher, c'est un peu comme Extreme Rules 2012. J'ai déjà regardé, déjà fait et tourné la vidéo pour ce Hardcore Flashback là qui va être diffusé le 7 octobre. Donc je l'ai fait avant, mais il va être diffusé après, pardon. Donc le même problème que ce pay-per-view là, c'est tout simplement que les matchs ne sont pas assez longs et qu'on a un peu des matchs un peu parasites, si on vient, qui n'a pas lieu d'être dans un pay-per-view et qui bouffe du temps d'antenne aux autres. Donc c'est ça qui est dommage, et ce match-là, pour moi, est un exemple parfait. Il n'a pas lieu d'être dans ce pay-per-view, tout simplement parce que le match est quand même passablement mauvais entre les deux. Le Sandman a un peu du mal, alors que je me souvenais plus. Moi, j'avais encore une image d'un gars, quand il était dans la ECW Originals, qui était quand même passablement vif. Là, non, en fait, pas du tout. Donc ça m'a un petit peu déçu, et puis tout est tourné autour de cette canne de Singapour du Sandman. Allez la décrocher, donc j'aime pas, c'est comme un match par équipe où un partenaire n'arrive pas à faire le tag à son partenaire justement. Tout est tourné autour de là, ça prend du temps, c'est chiant, c'est du faux suspense, donc c'est un suspense de merde, je le dis clairement. Et là c'est pareil, le Sandman et Carito tentent de décrocher la canne. Et finalement le Sandman y arrive après quoi? Après 5 minutes où c'était un petit peu chiant, je dois l'avouer. Il veut l'utiliser, puis finalement non, Carito contre, il évite et il lui fait un backstabber qui est sa prise de finition, et le match est terminé. Donc la stipulation n'est pas du tout respectée, le match est presque mauvais, alors que Carito et le Sandman sont quand même deux putains de lutteurs, autant le rookie à ce moment-là que le vétéran. C'est pour ça que j'ai mis 4 sur 10. Ensuite, Candice Michelle défendait son titre féminin contre Melina. Donc déjà, un grand plaisir de revoir ces deux lutteuses. Alors je parle même pas forcément au niveau du physique, qui n'est pas forcément le mien, en tout cas c'est ce que je préfère. Mais en tout cas au niveau catch c'est très bon, ça fait plaisir de voir un niveau comme ça. Certes on a des Paige et Natalia, même pratiquement toutes les lutteuses qui sont dans le main roster actuellement ne sont pas mauvaises mais très mal exploitées. Voilà, je vais pas refaire le speech à chaque fois. Là ça fait plaisir de revoir un match qui est quand même assez bon dans l'ensemble. Les prises sont bonnes, le niveau de catch est très technique, ce qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir actuellement au niveau des divas. Et puis seul petit défaut, le match est un petit peu court quand même, je crois qu'il dure tout juste pas 10 minutes, ça doit durer un truc comme 8-9 minutes. Voilà, c'est un petit peu court, j'aurais voulu en voir plus pour un match de cette qualité-là. Et c'est pour ça que j'ai mis 7 sur 10 encore une fois, je note, peut-être que je surnote justement, mais ça me fait très plaisir de voir des matchs comme ça. Ensuite, Jeff Hardy affrontait Umaga qui était le champion intercontinental et qui mettait donc son titre en jeu. J'ai mis que c'était un très bon match, bien rythmé. Et Umaga, mon dieu, alors je me souviens très bien d'Umaga, c'était un lutteur que j'appréciais beaucoup quand il était encore sur cette terre et à la WWE. Mais mon dieu, il m'impressionne à chaque fois par sa rapidité. Le mec c'est un monstre, sa graisse est totalement pas gracieuse du tout. Et le mec arrive quand même à être vif. En règle générale, les mecs, je sais pas, Big Daddy V, Rousseff, par exemple, peut-être pas Rousseff, mais d'autres qui sont un peu un gros gabarit, ne sont pas vifs du tout. Et lui, c'est tout l'inverse. Le mec est autant rapide que Jeff, en fait. Et Jeff, Dieu sait qu'il est connu pour sa vivacité. Et ensuite, j'ai mis que le public était dedans, donc à fond, les prises ont de l'impact. Le match est un petit peu court, encore une fois, mais je vais pas le répéter à chaque fois. C'est vraiment le défaut de pratiquement tous les matchs, même le main event qui sera le plus long de la soirée. Voilà, je vais pas le répéter à chaque fois. Mais j'ai mis 8,5 sur 10 parce que c'est très bon. C'est un des deux seuls matchs de la soirée qui m'aura un petit peu transporté dans ce pay-per-view. Voilà, alors plus tard, on va voir le titre poids lourd qui est mis en jeu, auquel j'avais aucune attente, mais je vais en parler plus tard. Et là, c'est l'inverse. John Morrison défendait son titre de l'ECW contre CM Punk, donc dans un match que j'attendais beaucoup. Parce que je crois que durant 3 pay-per-views d'affilée, ces deux se sont affrontés pour le titre de l'ECW. Si c'est pas 4 d'ailleurs, ou alors je confonds avec des défenses de titre dans le show de l'ECW même. Mais du coup, j'avais une grande attente pour ce match-là, et finalement, le match est totalement décevant pour moi. Je dois l'avouer, c'est peu rythmé, le public non plus ne semble pas totalement emballé. Voilà, pour moi, ça manque de rythme aussi, je dois le préciser. Et seul bon côté du match, c'est les prises qui ont de l'impact et qui sont quand même un peu techniques. Mais on sent que le match est mou et qu'il n'y a pratiquement aucune connexion entre Morrison et Punk. Et ça m'étonne parce que c'est pas du tout ce que j'avais gardé en mémoire entre ces deux hommes-là, justement dans cette rivalité. Donc oui, ça m'a déçu. Le seul bon côté, donc j'ai dit, c'est l'impact des prises. Je mets à peine la moyenne, je mets 6 sur 10, mais je peux vraiment pas mettre plus. Si vous vous souvenez de cette rivalité-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez gardé comme souvenir.
ça m'intéresse beaucoup pour voir si je suis le seul à avoir gardé un bon souvenir de tous les matchs et de la rivalité en règle générale, alors qu'il y a quand même quelques défauts et ce match-là fait partie de ces défauts. Ensuite, on a eu Dusty Rhodes contre Randy Orton. Alors là, je ne l'ai pas en tête le nom. C'est un Texas Bull Rope match. Voilà, c'est une sorte de strap match avec une corde tout simplement et une cloche au milieu. C'est un peu ce que représente Dusty Rhodes en plus dans le pay-per-view qu'il a en guillemets créé. Donc le Great American Bash, ça correspond bien donc à l'American Dream. Donc au passage, petite pensée pour Dusty Rhodes qui a décédé au moment où je tourne, ça fait un peu plus de 2 semaines je crois, et au moment où vous la verrez, ça fait un petit peu plus de 3 semaines. Donc une grande pensée pour lui, ainsi que toute sa famille qui sont encore en deuil actuellement. Donc c'était une sacrée rivalité quand même entre les deux. Cody Rhodes faisait à peine ses débuts, je crois que... Je me demande s'il avait déjà été champion par équipe avec Hardcore Holly puis avec Ted DiBiase Jr. Je crois que ça arrive l'année suivante. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est milieu 2008. En tout cas, on voit un Cody Rhodes tout jeune et ça fait plaisir de le voir défendre son père. Et c'est même ça que je veux revoir là actuellement pour Cody Rhodes. C'est quelqu'un qui est face. Il est très bon en heel, mais on l'a assez vu en heel et on l'a assez vu en Stardust pour moi. Bref, parenthèse fermée. Le match est pas mauvais. Voilà, ça c'est ce que je vais dire comme point positif, mais je vais répéter encore une fois ce défaut. Comment voulez-vous bien noter un match qui dure à peine 6 minutes dans un Texas Bull Rope match? Alors certes, la stipulation est très bien respectée de la part de Dusty Rhodes parce qu'il ramène toujours Orton en tirant sur la corde sur le ring parce que ce dernier a tendance à fuir. Du côté de Randy Orton, on n'en a rien du tout. Mais avec une stipulation et faire qu'un match dure 6 minutes, non, il y a tellement mieux à faire quoi. En 6 minutes, on n'a pas le temps de tout exploiter la stipulation. Et c'est le gros défaut de ce match-là. Après, je peux même pas le commenter, juste dire que les prises ont de l'impact. Encore le coup de cloche qui a fait gagner Orton sur la tête de Dusty Rhodes, assez violent quand même. C'est fou de se dire quand même. Je vais revenir là-dessus, mais le catch c'est quand même violent. Et cette prise, ce coup de cloche sur la tête de Dusty Rhodes, ça représente quand même assez bien la violence dans un match, même s'il y a beaucoup plus violent, on est d'accord, mais dans le catch, ça représente carrément les dangers. Et se dire que ça fait quoi, 8 ans après, alors certes, Dusty Rhodes a pris de l'âge, il tombe dans les escaliers et se tue, voilà, c'est fou quand même. Il s'est fait tabasser tout le long de sa carrière, et là il tombe dans les escaliers et il se tue comme ça, c'est... Voilà. Moi, je trouve ça vraiment dommage de mourir de cette façon-là. À la limite, qu'il aurait dû mourir sur un ring. Voilà, je vais pas lui raccourcir sa vie de 8 ans. Il l'a vécu comme il l'a vécu, c'est-à-dire une bonne vie, je pense. Une vie heureuse avec ses enfants. Voilà, je vais pas en parler. Mais à la limite, qu'il se fasse tuer par un coup brutal, autant que ce soit sur un ring, quoi. Voilà, c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ce match-là. Voilà, et sinon, je suis désolé. Comme symbole pour Dusty Rhodes, je voulais mettre fort, une note assez élevée, mais je vais mettre que 5,5, même pas la moyenne. Le match est trop court et je ne peux pas être trop subjectif par rapport à ce match-là et par rapport à sa note. Avant-dernier match, The Great Khali défendait son titre poids lourd contre Batista et contre Kane dans un match triple menace. Mon type de match préféré, si on ne compte pas les à côté, c'est-à-dire les cages et les objets. Si on garde un match de catch pur, le match triple menace est mon match préféré. Donc après vient le match à 4 et le match simple, même pas le match simple, après le match à 4. J'avais très peu d'attentes pour ce match-là, comme je l'ai dit il y a quelques matchs pour le match Morrison et Punk, donc c'était l'inverse. Et justement, je suis terriblement bien surpris. C'est incroyable, Khali est quand même mauvais, mais j'ai jamais vu un gars qui est aussi mauvais in-ring et ce mec me transporte quand même. C'est un peu comme Lesnar, je peux pas dire qu'il est mauvais, mais il fait pas du catch et ce mec arrive quand même à me transporter. Là, on a un Khali qui est juste nul à chier techniquement, mais qui a de la brutalité dans ses prises, qui est encore crédible à ce moment-là et qui me transporte. Avec un Batista et un Kane, on a encore 3, enfin 2 autres en plus, ça fait 3 gros gabarits pour un match comme ça. Le rythme, il n'y en a pas, voilà, donc ça fait plusieurs défauts, mais qui me plaisent. Il n'y a pas de rythme, mais ça tourne. Ça tourne, les prises ont de l'impact. Khali se fait défoncer à travers le table des commentateurs après une double powerbomb de Batista et Kane. Je ne vais pas dire que c'est parfait, mais ça me plaît. Vraiment, ça me plaît vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 7,5 sur 10. J'ai pas grand chose à dire, allez le voir. Si vous n'êtes pas fan des matchs à bas rythme et à peu de technique, vous n'allez pas du tout aimer. Mais d'ailleurs, c'est pas ce que j'aime non plus. Mais l'impact, voilà, l'impact, c'est ça qui compte en ce moment. Les fans d'ailleurs accrochent beaucoup à des fédérations comme la CZW, je crois, avec beaucoup d'impact, de la violence. Et là, c'est pas vraiment violent, mais on sent de la lourdeur dans les prises et c'est ça qui me fait transporter. Le match Cena contre Lesnar à SummerSlam 2014, il est nul techniquement, il faut le dire, mais voilà, il m'a plu parce que ça sort de l'ordinaire. Et ce match-là, malgré qu'il ait beaucoup de défauts, ça peut pratiquement se transformer en qualité, d'où ma note de 7,5 sur 10.
Et le main event, John Cena défendait son titre de la WWE contre Bobby Lashley. Encore une énorme rivalité à ce niveau-là, je trouve. Pour moi, alors je le dis, hein, ça faisait à peine un an, non, ça faisait 11 mois que j'étais fan de catch et que je suivais la WWE. Edge était champion, puis il avait fini par perdre son titre contre Cena à Unforgiven 2006, et depuis là, Cena était champion. Et j'attendais vraiment que quelqu'un lui prenne ce titre, que ce soit été Umaga à New Year's Revolution et Royal Rumble de la même année, que ce soit Shawn Michaels à WrestleMania 23 et à Backlash 2007, et que ce soit The Great Khali à Judgment Day et One Night Stand 2007. J'attendais vraiment que quelqu'un batte Cena, et pour moi en fait Lashley était autant puissant que Cena, donc en tout cas au niveau du physique, donc je m'attendais vraiment à ce que Lashley devienne champion de la WWE à mon plus grand plaisir. Au niveau du match, très très bon, d'ailleurs c'est le seul avec le titre intercontinental qui sauve un petit peu le show. Il n'y a pas que des matchs pourris, hein. 7 et 7.5 c'est très très bon, mais on attend toujours un match qui fasse 8,5, 9, 9,5 voire 10, et celui-là avec le titre intercontinental sauve justement de cette façon-là le show, celui-là parce qu'il a la note de 9 sur 10 et que le match pour le championnat intercontinental a une note de 8,5 sur 10. Concernant le match, il est très très bon à tant au niveau technique qu'au niveau du rythme. Seul le temps, comme je l'ai dit, fait un petit peu défaut. Sinon, Lashley est extrêmement vif, hein, au même titre qu'Umaga, et je trouve que je réfléchissais durant ce match-là en le visualisant. J'aimerais bien voir un match Bobby Lashley contre Kevin Owens. Si Lashley était toujours à la WWE et pas à la TNA actuellement, je trouve que ce serait intéressant de voir un match entre Owens et Lashley. Je pense qu'on aurait quand même un bon petit match entre ces deux-là, malgré qu'ils ne se complètent pas forcément. Ils ont un petit peu les mêmes choses, on va vite me contredire là-dessus. Ils ont un peu la même prestance en fait. Et au niveau des prises, c'est pas tout à fait ça non plus, mais je trouve que les associer ensemble, ça aurait pu donner quelque chose de bon, je pense. Et puis, encore une petite anecdote, je ne savais pas que John Cena portait déjà sa descente de la cuisse depuis la 3e corde en 2007. Justement, il l'a porté durant ce match-là. J'avais pas du tout souvenir. Voilà, et puis le finish est bon, hein, Cena qui porte un FU à ce moment-là sur Lashley qui contre le tombé, l'inverse, Lashley porte un spear sur Cena qui ne va pas jusqu'au compte de 3, et puis finalement Cena fait un FU sur Lashley depuis la 3e corde, et ça termine le match comme ça avec un après-match où les deux se serrent la main. Ça m'avait fait rager à l'époque, je m'en souviens, mais voilà, donc un bon petit main event, un petit peu court, c'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10. Voilà, justement pour la note finale, c'est ça qui fait un petit peu défaut. La note finale se monte à 6,9 sur 10, ce qui est, donc c'est le 30e pay-per-view que j'analyse, donc déjà c'est plein de pouces bleus, mais je crois qu'il a la 22e place sur 30, donc c'est pas terrible, donc ça fait une note de 3 étoiles pour le site jordandeluca.wix.com/spirit-of-wrestling, donc voilà, ça fait un petit peu défaut, 22e sur 30. Imaginons que les matchs durent un peu plus longtemps avec le Sandman contre Carlito et même à la limite le Morrison contre Punk en moins. On aurait pu avoir une meilleure note parce que le pay-per-view est quand même bon dans l'ensemble, seul le temps lui fait défaut. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelle note vous pensez mettre à ce pay-per-view si vous l'avez vu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.